Nicolas Tenzer, vous êtes d'accord avec l'analyse de Jean-Paul Chagnolot, c'est-à-dire qu'on tue Ismaël Haniyeh à ce moment précis, de peur finalement que les négociations aboutissent? Je ne suis pas spécialement connu pour être un partisan de Benyamin Netanyahou, dont j'ai vraiment critiqué les opérations, les actions à Gaza, qui pour moi s'apparentent en grande partie à des crimes de guerre, tout en disant que la riposte était nécessaire. Là, il faut savoir quand même que cette opération contre Haniyeh a été préparée depuis assez longtemps, semble-t-il, bien avant. Que c'est une opération en elle-même parfaitement légitime. Il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, le Hamas est un groupe reconnu comme terroriste par l'Union européenne, par des organisations. On en abat le chef politique. Il est responsable d'un massacre à caractère génocidaire. Donc c'est tout à fait normal. Abattre en même temps le chef, je dirais l'un des chefs du Hezbollah, qui est lui-même responsable de la mort de plus de 200 marines américains, de 58 soldats français en 1983. Je veux dire, là aussi, je dirais, c'est une sorte de vengeance qui se mange froid, si j'ose dire. C'est quelque chose qui est totalement légitime. Et je le dis d'autant plus qu'il y a beaucoup d'autres choses que je condamne. Donc je pense qu'il faut vraiment dissocier les deux. Bien sûr, ça va rendre les négociations difficiles. Elles pourront correspondre. Deuxième remarque, je ne suis pas du tout certain qu'aujourd'hui, au-delà des manifestations rhétoriques, que ce soit de Nasrallah, que ce soit effectivement des Iraniens, ils sont dans leur rôle de dire on va condamner. Oui, on n'a pas pu l'entendre tout à l'heure, mais effectivement, il parlait de ligne rouge, il avait l'air colère, vengeance, etc. Le contraire aurait surpris tout le monde, bien sûr. Donc on va peut-être avoir des attaques coordonnées, mais il faut quand même le savoir, l'Iran n'a absolument pas les moyens de poursuivre une guerre de haute intensité. L'Iran sait très bien que derrière, vous allez avoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France d'ailleurs aussi, si on a une nouvelle opération comme en avril contre Israël, qui vont s'interposer. Si on a en plus après les Houthis qui s'y mêlent, ce sera aussi d'une riposte très forte. Donc le Hezbollah aussi n'a pas un intérêt majeur à recommencer, je dirais, une opération qui mettrait le Liban au feu et à sang, parce qu'il y a quand même, c'est une force politique à l'intérieur du monde libanais et qui a intérêt à rester une force politique. Donc faisons très attention. Je ne dis pas rien ne va se passer, il va se passer quelque chose, mais ne surdramatisons pas. Encore une fois, je pense, la riposte possible de cet axe. Vous êtes d'accord, Général Chauvency? Oui, je suis assez d'accord, parce que même si on n'est pas à l'abri d'une bavure, comme dirait l'autre, maintenant, est-ce que l'Iran et le Hezbollah peuvent se permettre de ne pas réagir? Donc, il y aura... On est, je crois, tous d'accord pour dire qu'il y aura une réaction. Maintenant, la réaction, quelle forme? Oui, l'Iran ne peut pas frapper Israël directement, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même quelques milliers de kilomètres qui les séparent. Donc, ça, on est bien, et comme le Hezbollah, d'ailleurs, c'est le même problème, on va se retrouver sur peut-être cette menace plutôt de tir par roquette, par missile, 150 000 roquettes estimées chez le Hezbollah. Les Houthis qui sont capables d'atteindre Israël aujourd'hui. Donc voilà, donc on va peut-être avoir une attaque massive, c'est toujours possible, pour finalement saturer les capacités de protection d'Israël, malgré tout ce qu'on aura pu mettre autour. Et puis rappelons quand même qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure des Américains, mais les Américains ont déjà été attaqués la semaine dernière par des groupes chiites en Irak. Ils ont d'ailleurs bombardé un certain nombre de cibles. Il y a un porte-avions américain qui est plutôt large d'Israël, quand même, qui est dans cette zone-là. Donc effectivement, les mesures sont là. Ils pourraient taper sur les alliés, si je puis dire. Quand vous avez 100 avions de combat sur un porte-avions, ça peut faire quelque chose. Puis les Américains se sont engagés à défendre Israël. C'est une réalité. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que la réponse va avoir lieu? Je ne vois pas comment on peut l'éviter. Est-ce qu'elle sera d'ampleur énorme? Ça, c'est à voir. Mais vous semblez bien calme, pardon, mais moi, par exemple, je me dis... il peut se passer quelque chose. On sait bien qu'Israël a le dôme de fer, Rina Bassis, qui va donc aider à protéger contre les missiles. Le dôme de fer ne concerne que les roquettes qui tirent à 5 km. Israël est capable de résister à cette riposte coordonnée de l'Iran, du Yémen et du Liban en même temps. Pour vous, c'est sûr? Je ne dis pas que c'est sûr, je dis simplement que Israël a les moyens. Vous avez l'air bien serein. Il faut être serein dans la vie, même en cas de guerre, surtout en cas de guerre. Donc il y a des capacités anti-aériennes, anti-solaires, mais l'attaque de l'Iran qui a échoué au mois d'avril, c'est une réalité. Et on parlait effectivement des alliés d'Israël objectifs, entre les Français qui sont en Jordanie, les Américains qui sont ça et là, les Britanniques aussi, les Jordaniens qui avaient participé aussi à cela. Donc maintenant, il y a un risque de saturation, mais pour rien, je précise bien que le dôme de fer n'est pas fait pour arrêter les missiles. Il est fait pour arrêter les roquettes qui sont c'est de courte portée. Donc c'est après toute la défense solaire qui existe en Israël, les patriotes et autres, ou équivalents israéliens. Rina Bassis, vous êtes aussi sereine sur cette riposte qui va être contrôlée parce que personne n'a vraiment intérêt à la guerre?
je ne veux pas dire que je suis sereine parce que je crois que les Israéliens, ça fait longtemps qu'ils vivent avec une peur phénoménale justement d'une grande guerre qui s'éclate. Il faut dire, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, une attaque iranienne, sûrement ça aura un grand impact psychologique, pas sûrement qu'il aura un énorme impact militaire sur le terrain. Ce que les Israéliens craignent surtout, c'est Hezbollah. Ça, c'est clair, parce que là, il y a un vrai risque. L'armée iranienne, on sait, ce n'est pas une armée très forte. Leurs pilotes, ce pas des pilotes extraordinaires, etc. Ça, ils ont beaucoup de soldats. Ils ont une grande capacité de soldats, le Hezbollah. Comment ça? Le Hezbollah a une grande capacité de soldats. Le Hezbollah, c'est toute une autre chose parce qu'il y a la frontière. L'Iran, c'est quand même loin. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent agir qu'avec des attaques aériennes. Le Hezbollah, c'est une autre chose parce que le Hezbollah, il peut très bien combiner une attaque aérienne avec beaucoup de missiles. Et ils ont des missiles de précision qu'ils ont reçus de l'Iran et qui produisent aussi sur le sol libanaise, et en même temps, ils peuvent essayer justement de franchir la frontière. Et si on regarde le 7 octobre, c'est justement ce scénario dont Israël craignait depuis des années. Un scénario de centaines et des milliers de guerriers qui infiltrent la frontière. Et juste qu'Israël se préparait justement pour si on peut dire, une sorte de 7 octobre qui aurait venu de Liban, avec des guerriers de Hezbollah qui entrent dans des villages, qui entrent dans les kibbutz, qui kidnappent, qui tuent, etc. L'armée israélienne, ça fait des années qu'elle se prépare pour cette éventualité, sachant que même si l'armée israélienne est extrêmement forte et Israël a l'assurance, si on peut dire, ou la croyance qu'elle peut battre Hezbollah, mais il y aura un prix. Et ça, c'est quelque chose que même les dirigeants de la... Alors justement, la question que je vous pose, est-ce que Benjamin Netanyahou a raison, entre guillemets, de cibler ces chefs du Hamas, quitte à provoquer la riposte? Est-ce qu'il devait le faire? Il avait fait cette liste des 6 architectes du 7 octobre. Ils sont en train de tomber les uns après les autres. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que ça va créer d'autres chefs encore plus radicaux? Disons, je crois que le professeur a bien décrit, comment dire, il y a 2 écoles en Israël. Il y a l'école de M. Netanyahou qui dit c'est que par affaiblir le Hamas qu'on arrivera à un accord. Affaiblir le Hamas, c'est aller jusqu'au bout, c'est sa vision, aller jusqu'au bout avec la guerre à Gaza et tuer tous les chefs de Hamas pour l'affaiblir. Au moment où ils sont affaiblis, ils sont, soi-disant, forcés d'accepter un accord pour la libération des otages. On décapite la tête du Hamas. Exactement. Il y a bien sûr une autre école, et surtout les familles des otages qui disent non, il faut d'abord arriver à un accord pour libérer les otages. Toutes les autres choses, ça va venir après. Je précise que personne en Israël constate le fait qu'il faut tuer les chefs de Hamas. Et personne pleure en Israël le sort d'Ismaïl Haniyeh. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du timing, du choix du moment. Est-ce que c'était un bon moment ou pas de le faire? Est-ce que vraiment c'était une opportunité qui aurait jamais se reproduire? C'est difficile à dire. Oui, c'est sur la question de l'opportunité, parce qu'il a été tué en Iran et non pas au Qatar. C'est-à-dire qu'il est réfugié, si je puis dire, enfin, il est en exil au Qatar, Ismaïl Haniyeh en général. D'ailleurs, il est enterré, l'enterrement vient de se terminer au Qatar. Il était en séjour en Iran. Donc peut-être qu'il y avait, entre guillemets, Général Chauvency, une fenêtre de tir pour cette bombe qui a été cachée sous sa résidence. Il faut déjà rappeler que si le Hamas et son prédécesseur de Haniyeh sont au Qatar, ça demande des Américains dans le passé pour préserver finalement un endroit où on pouvait discuter avec les gens aussi. Ensuite, il y avait un accord, semble-t-il, avec le Qatar de la part d'Israël pour ne pas frapper au Qatar. Donc vous venez à la question de l'opportunité. Haniyeh sort du Qatar, il va en Iran. Maintenant, la question se pose. Moi, je rejoins tout à fait la question de l'opportunité ou pas de l'avoir éliminé. C'était quand même un État souverain. On frappe en Iran, on en connaît les conséquences, et en plus un négociateur. Et moi, j'avoue, je suis surpris un petit peu qu'on élimine un négociateur, parce que c'était le négociateur en titre. Donc voilà, c'est un premier temps. Ensuite, il faut quand même bien voir aussi que, pour revenir, tout à l'heure vous avez parlé du Hezbollah, et celui qui a été éliminé, Chokr, à Beyrouth, effectivement, il a quand même été celui qui a éliminé 240 Américains et 58 Français. Donc à la limite... Oui, dans une caserne... Dans une caserne en 83. Donc finalement,
effectivement, là, ce cas-là, je dirais, il faut le dissocier d'Haniyeh. C'est deux choses différentes. Hein. Éliminer un chef du Hezbollah, c'est une chose. Éliminer quelqu'un du Hamas, c'en est une autre. Et effectivement, puis moi, je conclue sur un autre sentiment que j'ai. Moi, je pense aussi que le fait d'avoir choisi de tuer Haniyeh, là, maintenant, opportunité, oui, mais aussi peut-être parce qu'on pense que les otages, c'est pas la peine. Et qu'au bout de 10 mois de guerre, les otages, on ne va pas les récupérer. D'abord, est-ce qu'on a beaucoup de traces, de preuves de vie de ces otages aujourd'hui ? On en a, à ma connaissance, moi j'en ai pas, j'en lis nulle part. Et je me demande si quand même, du côté politique israélien, on ne s'est pas dit que les otages, on ne va pas les récupérer. Alors, puisqu'on ne va pas les récupérer, autant éliminer le chef politique du Hamas.